Bien le bonsoir et bienvenue à la Cinémathèque Suisse, bienvenue au Capitole pour cette projection spéciale de II d'Edward Young. Comme vous le savez peut-être, la Cinémathèque propose depuis début novembre un grand cycle consacré aux nouvelles vagues du cinéma taïwanais à partir des années 80 jusqu'au début des années 2000. II est d'ailleurs un des derniers films en termes de chronologie, un film important puisqu'il a un peu consacré son auteur, Edward Young, qui est un cinéaste extrêmement important à la fois pour Taïwan mais aussi dans la cinématographie internationale. Un film qui a été primé à Cannes, qui a permis justement à son auteur d'avoir une réputation alors qu'il a essuyé différents échecs commerciaux dans son pays, ce qui a rendu sa carrière pas toujours facile et un peu aigri, comme on en a discuté avant. Mais un film extrêmement beau, l'un des plus beaux films du monde, allons-y, qu'on est extrêmement content de pouvoir vous présenter dans sa restauration ce soir. D'ailleurs, je tiens à remercier Trigon Film, le distributeur du film, qui a acquis la restauration et qui le propose à partir de ce soir en Suisse romande et qui va le ressortir en Suisse. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est rare que des distributeurs fassent le travail de ressortir des films du patrimoine et que c'est un si beau film que II, il faut absolument en parler le plus possible. Puisque je suis au remerciement, je tiens également à remercier le Centre culturel de Taïwan à Paris qui nous a beaucoup aidé dans l'élaboration de ce cycle. C'est vrai que c'est un cycle assez conséquent. On a la chance de faire venir aussi une réalisatrice, Wang Xiaodi, qui sera présente ici même le mardi 2 décembre et qui présentera son magnifique film d'animation Greyman Her Ghost. Donc ne ratez pas cette magnifique projection. Également la délégation culturelle et économique de Taipei à Genève, avec qui nous travaillons étroitement autour de ce programme. Et merci également à l'ECAL, avec qui nous travaillons toujours autour de nos invités. Nous sommes vraiment très fiers de présenter ce cycle d'une cinématographie qui n'est pas toujours très connue, dont certains auteurs, dont Edward Young, mais surtout Hou Hsiao-hsien ou Tsai-Ming Liang, ont permis de faire connaître en dehors de son pays. Un cycle qui propose donc 20 films avec des choses assez attendues et d'autres vraiment méconnues. Donc je vous invite vraiment à attiser votre curiosité pour aller voir ces films qui sont parfois même proposés dans des copies 35 mm. Donc c'est vraiment un luxe qu'on est content de pouvoir vous proposer. Mais je ne vais pas en parler davantage puisque nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir un invité de marque en la personne de Jean-Michel Frodon, critique, historien et journaliste de cinéma, qui est un expert notamment du cinéma taïwanais puisqu'il a consacré un livre à Hou Hsiao-hsien, mais également à Edward Young. D'ailleurs, je fais un moment de publicité. Le livre vient d'être réédité avec des nouveaux tirages photos, des restaurations, puisque la plupart des films d'Edward Young ont enfin été restaurés. Donc si vous n'avez pas eu la chance d'acquérir ce livre, il sera disponible dès demain dans la boutique du Capitole, dont certains exemplaires sont d'ailleurs dédicacés, donc vraiment collector. Et je vous prie d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Jean-Michel Frodon. Merci Loïc, bonsoir, merci à vous d'être là, c'est très réjouissant de voir cette salle magnifique et si bien occupée, et c'est très joyeux et heureux pour moi de pouvoir présenter II, de pouvoir présenter un film d'Edward Young. C'est une histoire qui a eu des moments un peu difficiles. Edward Young est un grand cinéaste qui aura eu une longue traversée du désert. On pourrait presque dire que toute sa vie de cinéaste a été dans des conditions à la fois de combat pour faire ses films et de difficultés pour qu'ils soient vus un peu partout dans le monde et en particulier dans son propre pays, Taïwan, et qu'il se passe désormais depuis une dizaine d'années et particulièrement dans la période très récente, la reconnaissance juste que son œuvre mérite. Edward Young, c'est quelqu'un qui a un parcours un petit peu singulier. Il est né, il a grandi à Taïwan, il est né à la toute fin des années 40, il a grandi à Taïwan, mais il est parti faire ses études aux États-Unis, il est devenu ingénieur informaticien, il est devenu même une figure un peu de pointe en informatique dans les années 70, l'état de l'informatique à cette époque-là.
ça compte, tout ce qui arrive à Édouard Young compte pour ce que deviendront ces films, en même temps qu'il est aux États-Unis des années 70, c'est-à-dire une période où à la fois les nouvelles vagues du monde entier, françaises, européennes et japonaises, font la vitalité du cinéma, et puis la culture rock, le mode de vie de ce moment-là sont toutes les choses dont il est imprégné, en même temps qu'il est très imprégné de culture chinoise traditionnelle, notamment par son père. Et en 1980, il revient à Taïwan et il va être au cœur de ce qu'on va appeler le nouveau cinéma taïwanais, et qui va faire émerger donc l'équivalent d'une nouvelle vague en tandem, on peut dire, avec l'autre grande figure de ce mouvement, qui est donc Hu Xiaoxian. Et ils vont, mais ces deux figures complètement antinomiques. Hu Xiaoxian, c'est un petit gars qui aurait pu, c'est ce qu'il a raconté très bien dans le film que Olivier Assayas lui a consacré, devenir un loupard d'une ville de province taïwanaise, et que c'est un peu par hasard qu'il se retrouve là où il est. Il n'a pas spécialement une grande culture ou spécialement un arrière-plan, mais il a un sens inné du cinéma qu'on va découvrir dans les films qu'il fait. Et Édouard Yang, il ramène des connaissances cosmopolites, et ensemble ils vont inventer ces manières particulières de faire du cinéma, qui va se traduire à partir de 1982 avec deux films des films qui réunissent chacun des courts-métrages de jeunes réalisateurs taïwanais, l'apparition au grand jour de ce mouvement dans une époque qui est une époque de dictature finissante. Le parti unique à l'époque, le Kuomintang, qui a vécu vraiment sous la loi martiale. La loi martiale est toujours en cours officiellement, mais elle est en train de perdre en puissance. Et ce mouvement de cinéma fait aussi partie d'un mouvement plus large d'avancée vers la démocratie, de fin d'une époque qui aura été celle de la guerre froide, celle de l'affrontement, en tout cas en parole, et très très violent contre la Chine de Mao Tse-tung, avec la promesse toujours que les gens qui étaient au pouvoir, en tout cas, allaient revenir en Chine, et que Taïwan n'était pas l'avenir n'était pas à Taïwan, et le passé non plus, puisque c'est aussi une époque qui occultait la véritable histoire de Taïwan pour une espèce d'histoire fantasmée par la dictature. Et ce cinéma-là, qui est celui de la nouvelle vague, il va être notamment le cinéma de la reprise en main par des artistes taïwanais, des cinéastes taïwanais, à la fois de leur passé, et ça, ce sera plutôt Hu Xiaoxian qui va le faire. Tous les premiers films de Hu Xiaoxian, depuis Les Garçons de Feng Kuai jusqu'à La Cité des Douleurs, donc pendant 15 ans, vont couvrir des étapes du passé, alors que le cinéma d'Édouard Yang va être au présent, et un présent qui voit venir le futur. Et ça va être... Édouard Yang va réussir à faire, ou va réussir à ne faire que 7 films en tout dans sa vie, qui, à une exception près, qui est aussi un film magnifique, que j'ai présenté ici d'ailleurs, il y a un an et demi, Brighter Summer Day. À l'exception de Brighter Summer Day, tous les films d'Édouard Yang sont des films au présent, et on pourrait dire, c'est du cinéma taïwanais évidemment, mais en fait c'est le cinéma de Taipei, c'est le cinéma de la ville, de la capitale. Et Taipei, c'est une ville en mutation ultra rapide, qui passe d'une cité plutôt archaïque, traditionnelle, soumise à un pouvoir politique très dur, etc., à un basculement dans des formes de modernité qui, dès les années 80-90,
annonce en fait des formes de modernité qui sont les nôtres aujourd'hui, architecturalement, urbanistiquement, technologiquement, dans les rapports sociaux, dans les rapports humains. Et le cinéma d'Edouard Yang est un cinéma qui voit ça dans cette ville et qui nous raconte des choses qui, dans une large mesure, vont arriver dans les pays développés, disons, dans les années et les décennies qui suivent. C'est un phénomène qui se passe à l'époque. En fait, il n'y a pas qu'à Taïwan que ça se passe. C'est ce qu'on avait appelé les dragons à l'époque. Hein. C'est Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud et Taïwan. C'est ces pays d'Extrême-Orient qui font cette espèce de bond ultra rapide dans des formes de modernité brutales et donc qui font du mal à plein de gens parce que même si ça sort d'une situation qui n'avait rien d'agréable ou de rose, ça se fait de manière si brusque que ça déstabilise tout. Et c'est ce qu'on voit dans les films d'Edouard Yang. Chacun d'entre eux est d'une manière très inventive sur le plan du cinéma, sur le plan des formes, sur le plan de l'usage des cadres. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé l'organisation du cadre, sur le plan du rapport entre les personnes et les environnements, sur l'usage des lumières et même plus encore, on pourrait dire, de l'absence de lumière. C'est un artiste de l'ombre. C'est quelqu'un qui a mené beaucoup de recherches formelles assez poussées et aussi sur le plan narratif. Ce ne sont jamais des scénarios linéaires, sont toujours et chacun est très très différent dans ses formes d'assembler plusieurs récits ou plusieurs manières de raconter, plusieurs tonalités. Il y a des films plutôt du côté du burlesque, plutôt du côté du polar, plutôt du côté du mélodrame, etc., mais jamais de manière réductrice, et qui fabrique cette œuvre assez exceptionnelle qui culmine, à tous les sens du terme, avec Yi. Donc, Edouard Yang disait, c'est quelqu'un, j'en parle, peut-être ça s'entend toujours avec émotion, c'était aussi un ami très cher, et quelqu'un que j'aimais, admirais beaucoup. C'était un type assez étonnant qui, quand on allait le voir à Taipei, disait viens, on va rouler dans la ville et tu vas voir. Et on circulait et il racontait des histoires politiques, des histoires artistiques, des histoires culturelles, des histoires architecturales en circulant en voiture. Il conduisait et il racontait en même temps. Et c'était quelqu'un qui était habité par ce rapport à un environnement riche, très complexe, avec des dimensions. Taïwan, c'est compliqué, c'est la Chine, mais c'est aussi une histoire particulière de l'île, des couches successives de populations qui s'y sont installées les unes après les autres, avec beaucoup de violence toujours, avec tout ce qui fait qu'on est à la fois membre du monde chinois et en écart ou en distance à certains égards, etc. Et tout ça, il en inventait des traductions, des formes cinématographiques, jusqu'à donc ce film dont il disait lui-même qu'il considérait que c'était vers ce film-là qu'il avait tendu à travers ce qu'il avait fait jusqu'au moment de sa réalisation, et qui est, alors je ne vais pas m'étendre beaucoup sur le film lui-même, parce que le film est... Et il faut le découvrir et se laisser entraîner dans les voyages multiples auxquels il invite, puisque ce sont plusieurs circulations autour d'un ensemble de personnages qui sont vraiment un petit noyau, ont l'air d'être un petit noyau, une famille, les voisins immédiats, quelques collègues de travail, quelqu'un qui va arriver du Japon et ça fonctionne comme ça se met à ramifier et ça n'en finit plus, et qui finit par décrire un monde à la fois très singulier, celui de Taipei de cette époque-là, et très
saturé d'écho avec le monde où nous vivons et que nous connaissons, et avec des histoires d'amour, des histoires de rivalité, du romanesque. Hein. Il y en a partout, mais qui s'incarne dans cette histoire qui est aussi, comme vous allez voir, multigénérationnelle et avec plein de questionnements, entre autres sur les images. Qu'est-ce que c'est que de faire des images, qui est un des enjeux très clairement activé par le film, mais aussi le rapport au passé, le rapport à l'ailleurs. Et tout ça est très riche. Du film lui-même, peut-être juste mentionner que le personnage masculin, qui est plus ou moins au centre du film, malgré tout, qui s'appelle Enji dans le film, c'est Woon Yen-jen. Woon Yen-jen a été une des figures, était critique et scénariste, puis il a réalisé un ou deux films. Il fait partie de ce mouvement de la nouvelle vague. Il a joué des petits rôles et donc c'est aussi... Il y a un cercle de complices, hein, qui sont très présents et qui ont permis à Edward Young de pouvoir faire ses films dans des conditions toujours très compliquées en termes de production, et de quelqu'un qui faisait qui s'occupait un peu de tout sur ses films. Il était musicien, il a créé 2 groupes de rock dans sa vie. Il écrivait les musiques de ses films également. Et puis après, au moment de il vit avec une femme musicienne. Si vous regardez bien, il y a un plan très court dans une salle de concert, et c'est sa femme qui joue, Kylie Peng, accompagnée par lui. Ils apparaissent tous les deux à l'écran très brièvement pendant cette scène de concert. Il va obtenir un succès considérable à partir de sa projection à Cannes, où il reçoit le prix de la mise en scène en 2000. Et ensuite, il va avoir des récompenses un peu partout. Aujourd'hui, les listes des 100 meilleurs films de tous les temps, etc., il s'y retrouve systématiquement. Et même, il me semble qu'il n'arrête pas de monter à l'intérieur de ces listes. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça veut dire que quand même cette reconnaissance s'installe. Il y avait cette idée que, enfin, ça y était, quoi. Et que Edward Young avait obtenu la reconnaissance qu'il méritait, et qu'il allait pouvoir travailler dans de meilleures conditions, et puis que les choses allaient être plus faciles. C'est pas ça qui s'est produit. En fait, il a voulu tenter des choses très différentes. Notamment, il avait un projet très ambitieux de film d'animation d'arts martiaux, sur lequel il travaillait avec Jackie Chan, et d'autres projets très innovants pour l'époque. Il a inventé YouTube 10 ans avant YouTube, hein, entre autres choses. Et pardon. L'histoire aura voulu qu'il est tombé malade, et il est mort en 2007 sans avoir pu mener à bien aucun projet complet auquel il s'était consacré. Donc il reste cette richesse qui restait un petit peu toujours elle n'était pas secrète, mais elle n'occupait pas la place qu'elle méritait pendant toutes ces années, et qui se retrouve dans les films qu'on découvre mieux aujourd'hui, qui sont en train enfin de bénéficier de cette visibilité, de cette reconnaissance. Aussi à Taïwan, à Taipei a été organisée une immense exposition avec une grande rétrospective de son œuvre, une célébration par l'Institut du cinéma taïwanais, qui est une très heureuse nouvelle de la reconnaissance qu'il obtient finalement, y compris dans son pays. Et
voilà, donc il reste ce mélange de plaisir de montrer ces films et de tristesse qu'il n'en ait pas été témoin. Mais j'espère que vous allez aimer et apprécier cette découverte pour ceux qui le découvrent. Je vous souhaite une très bonne projection. Bonne projection.